normes des droits humains, incluant le droit de tous d'avoir la liberté d'expression et d'utiliser l'éducation, et en particulier l'éducation liée aux droits humains et la citoyenneté mondiale pour rejeter toute forme de haine. Un point important à reconnaître est le fait que les discours de haine se manifestent différemment dépendamment du contexte. Et nous sommes heureux d'avoir des experts ici avec nous aujourd'hui. Il s'agira d'une conversation concernant ce que les éducateurs peuvent faire pour outiller la population aux situations du futur et pour savoir ce qui fonctionne le mieux pour avoir une société plus juste et et empreinte de plus de paix. Je vais maintenant donner la parole aux experts. Il s'agit d'experts agissent dans la prévention de la violence extrémiste et qui sont des plaidoyers et qui font le plaidoyer de la sécurité numérique. Je vais d'abord donner la parole à Laura Engel, qui est une professeure associée et co-chaire de la chaire d'UNESCO pour le développement international. Et nous allons discuter des opportunités et des défis en ce qui concerne les outils pour lutter contre les discours de haine. Laura, la parole est à vous et vous avez environ 5 minutes. Merci beaucoup, Carl. Bonjour à tous et à toutes de la région de Washington, D.C. aux États-Unis. Merci aux collègues de l'UNESCO et de la chaire de l'UNESCO pour cette invitation. C'est formidable d'être ici avec vous à ce panel. Je vais commencer avec une histoire dans un contexte qui n'est pas très éloigné d'où je me trouve ce matin. Plus tôt cette année, en mai 2022, dans une épicerie du nord de l'État de New York, Ruth Whitfield, 86 ans, et Pearlie Young, 77 ans, ainsi que 8 autres personnes ont été assassinées lors d'une attaque raciste rempli de haine. En plus de son gilet pare-balles et de son arme semi-automatique, le tireur a emporté une caméra portable pour pouvoir diffuser cette violence en direct. Il croyait en l'idée que les Blancs étaient remplacés et il espérait qu'en partageant numériquement la violence qu'il infligeait, il inspirerait d'autres attaques racistes similaires. La vidéo a été visionnée par des millions de personnes dans le monde, tout comme des actes de violence similaires dans le monde entier ont été regardés et ont rapidement circulé. Je commence par cette histoire pour souligner que la violence inspirée par la haine ne se produit pas de manière isolée. Elle n'est pas uniquement liée à un lieu, une personne ou un pays, comme Karl l'a mentionné dans l'introduction. S'agit-il d'armes à feu? Oui, mais il s'agit aussi des idées qui poussent les individus à cette violence. Ces idées prennent racine bien plus tôt. Elles sont maintenues, fertilisées dans les espaces numériques, propageant l'intolérance, l'antisémitisme et la haine raciale. La haine et les discours haineux ne sont pas nouveaux. Et à l'ère mondiale et numérique dans laquelle nous vivons, notre interconnexion mondiale accrue n'élimine pas la haine et les discours de haine. Dans La peur des petits nombres, Arjun Appadurai dépeint plutôt les côtés sombres de la mondialisation, qui ont permis une augmentation de la violence à caractère racial et ethnique. En effet, la rapidité, la propagation et la disponibilité des discours de haine, en particulier auprès de populations influentes et ciblées, constituent l'un de nos plus grands défis pour protéger les principes démocratiques et pour assurer la cohésion sociale, la paix et le respect de l'humanité. Ces défis contrastent fortement avec les promesses de l'ère numérique mondiale. Par exemple, la promesse que l'accès libre, égal et équitable à l'information rend possible les principes et les actions démocratiques. La promesse d'une plus grande connectivité, qui est la pierre angulaire de la compréhension, de la coopération et de la paix. Et dans certains cas, nous avons la preuve que les outils numériques peuvent faire progresser les compétences alignées sur les formes démocratiques et mondiales de la citoyenneté. Grâce aux outils numériques, nous pouvons nous engager de manière créative à raconter et à partager des histoires. Nous pouvons nous entrer en contact avec nos élèves et nos systèmes plus que jamais auparavant. Nous pouvons stimuler, nous pouvons contribuer aux mouvements sociaux visant à construire un monde meilleur, plus sain et plus équitable.
L'une des questions essentielles est donc la suivante. Comment continuer à favoriser ces opportunités rendues possibles à l'ère mondiale et numérique, tout en relevant les divers défis, notamment la circulation des discours de haine? Tout d'abord, j'aimerais mentionner trois éléments. Il faut aller plus loin que les outils d'intelligence artificielle pour localiser ce type de discours. Ensuite, il est essentiel que les élèves aient les compétences critiques pour décoder les discours de haine, les bases éthiques, pour aider à ne pas les partager avec d'autres. Et troisièmement, il faut les possibilités de s'engager dans ce que Davis a décrit comme une démocratie interruptive. Et je pense que d'autres mentionneront également ce point. Donc, deuxième approche, il s'agit de faire de sorte que les approches de l'éducation à la citoyenneté mondiale offrent des voies d'avenir notables. Elles encouragent les compétences de réflexion critique et analytique et elles doivent valoriser la paix et l'humanité commune. Et troisièmement, au-delà des directives et des cadres liés à l'éducation à la citoyenneté mondiale, d'une perspective politique, nous devons nous pencher sur les fractures présentes dans nos systèmes d'éducation publique, qui sont des institutions de premier plan dans la défense du bien civique. Ces fractures sont immenses et croissantes et vont de la pénurie d'enseignants à l'accent mis sur les mesures de réussite et à la compétitivité individuelle, en passant par les politiques restrictives limitant les libertés des enseignants. Mais au moment où je dis cela, je reconnais également que nous sommes en retard et nous avons besoin de solutions proactives dans une époque réactive. Il est donc très urgent de s'attaquer à ces problèmes systémiques et de cultiver les approches contemporaines de l'apprentissage. Ces approches contemporaines qui mettent l'accent sur le bien public et une communauté commune et mondiale. J'ai hâte d'avoir cette discussion continue sur ces sujets très importants. Thank you very much, Laura. Maybe Merci beaucoup, pass Laura. on Je to vais maintenant Vivek donner la parole à Vivek who Venkatesh. is a UNESCO co-chair in prevention of Vivek est, radicalization and violent extremism. And il he's est le professor co-chair de at the University l'UNESCO of contre Toronto. le And radicalisme he will now et discuss this important l'extrémisme violent. presentation. Vivek, you have about Et 5 il minutes va to maintenant give us an prendre introduction, 5 minutes pour and faire then une we'll petite have a debate. introduction. Thank you, Vivek. Merci beaucoup, Karl. Et bon, mes étudiants le savent, lorsque j'ai la parole, je ne m'arrête plus. Donc, merci de me dire que j'ai juste 5 minutes. Je suis Vivek, je suis un enseignant et j'enseigne à l'Université de Concordia dans le domaine de l'art et j'œuvre également dans la prévention contre le radicalisme et la violence extrême. Donc, l'une des politiques que j'aimerais mentionner a été représentée à travers une étude Larkskill que mon équipe et moi-même avons menée en 2020-2021 sous l'égide de l'UNESCO. Et nous avons analysé la façon dont les discours de haine sont abordés au sein des États membres et des ministères de l'Éducation. Et cela ne devrait pas vous surprendre, ne devrait surprendre personne ici présent d'ailleurs, que les discours de haine sont extrêmement difficiles à définir. Et donc, ces ministères de l'Éducation et représentants de ces ministères ont du mal à empêcher quelque chose qu'ils ne comprennent pas complètement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aborder. Au Canada, les crimes de haine ont été clairement définis et sont entérinés dans le droit pénal. Et on peut être poursuivi si on est l'auteur d'un crime de haine. Euh, et c'est très difficile de dire ce qui constitue la xénophobie, par exemple, et quand est-ce qu'on franchit la ligne ou quand est-ce qu'on viole plutôt la liberté d'expression. Et, donc, il est difficile de définir cet événement, qu'il soit physique ou verbal, lorsqu'il est dirigé vers un groupe. Et donc, nous exhortons les États membres de réfléchir clairement
des mesures claires et précises qu'elles pourraient adopter et donc aux définitions qu'elles aimeraient adopter. Penser à ce que cela veut dire être misogyne, discriminatoire, entre autres. Et ce sont des éléments importants dont il faudra qu'on discute. Et Laura a mentionné un autre élément important. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les écoles restent des espaces sûrs et multilingues? Et mon équipe est très engagée là-dessus. Nous voulons développer des politiques, mais nous nous demandons également comment nous pouvons enseigner dans ce que signifie un espace sûr et non sûr à l'école. Et un professeur à l'Université de Stanford en Californie a mentionné également l'importance de cela. Et il s'agit de créer des espaces pour le pluralisme. Et Laura l'a mentionné d'ailleurs, comment créer des espaces pour, euh, pour tous. Et je pense qu'on le fait d'ailleurs au sein du symposium aussi. On a tendance à s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs et croyances et on se félicite et on se dit oui, je suis d'accord avec vous, tout à fait, retrouvons-nous, partageons un café et rappelons-nous à quel point c'est formidable que nous soyons d'accord. Mais il faut également créer des espaces de dissension et des espaces de désaccord. Comment est-ce qu'on peut écouter une autre perspective sans déshumaniser ou démoniser l'autre? C'est facile de ridiculiser ou de se sentir horrifié par une personne qui a un point de vue différent et qui a une philosophie ou une approche épistémologique différente. Donc, comment peut-on créer ces espaces de dissension? Et je vous encourage à y penser davantage. Comment est-ce possible d'occuper un espace avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous? Et Chantal Mouffe, Ernest Lacloud, qui sont des chercheurs politiques, ont mis cela en avant. Et il faut donc créer des espaces de pluralisme, comme je le mentionnais. Merci encore, Karel, et j'ai hâte d'entendre ce que les autres ont à dire. Merci beaucoup, Vivek, pour cette formidable introduction. Je vais maintenant donner la parole à Janice. Juste un instant, je vais trouver mes notes. Janice est conseillère en matière de citoyenneté numérique, des droits de l'enfant et des programmes d'alphabétisation numérique. Et elle va maintenant nous parler de sa pédagogie et de ses enseignements pour aborder le harcèlement à l'école ainsi que les discours de haine. Et Janice, ce serait une bonne façon de nous dire comment vous faites la distinction entre ces deux phénomènes, le harcèlement et les discours de haine. Merci. Janice, la parole est à vous. Merci beaucoup, Karel, et bon après-midi à tous et à toutes. J'étais enseignante pendant longtemps en Australie et en Europe. Et donc, je parle ici en me basant sur mon expérience de vie. Donc, les approches pédagogiques concernant le harcèlement et le discours de haine, il faut qu'il y ait une approche pédagogique et les enseignants doivent comprendre la transformation menée par la numérisation. Un élève sur trois est harcelé à travers le monde. Je travaille beaucoup en Afrique du Nord, au Maroc et en Tunisie. Et là, c'est pratiquement un enfant sur deux. Et souvent, le harcèlement se transforme en violence physique. Mais environ 50% des incidents de harcèlement sont liés à une communication en ligne. Comme Vivek l'a mentionné, c'est très difficile de trouver des informations, des données probantes sur le discours de haine en ligne. Nous savons où la majorité des jeunes passent leur temps. Une étude de Pew qui a été menée aux États-Unis, c'est l'une des études que j'ai pu trouver. Une personne sur trois
pense qu'elle a le droit de déclarer publiquement des choses négatives sur des groupes minoritaires. C'est assez surprenant. Et la technologie numérique permettent de propager rapidement ce type de déclaration. Je suis au comité consultatif de nombreuses organisations et Twitter a mené une étude sur 7 mois concernant les déclarations de haine dans les gazouillis qui sont publiées sur Twitter. Et cela montre que environ 60% de ces publications ciblaient des femmes, 10% de la communauté LGBTQ et 6% ciblaient les musulmans, les juifs et les personnes souffrant d'un handicap. Et je pense que c'est très important de comprendre cela avant même de commencer à aborder ce problème. Il faut comprendre que les enfants de tout âge apprennent leurs droits et leurs responsabilités en ligne et hors ligne. Et s'ils ne l'apprennent pas à l'école, où est-ce qu'ils vont aller chercher l'information? La non-discrimination est un droit fondamental qui euh, qui intègre le respect de la diversité. Les enseignants doivent avoir une approche multifacette à travers tout le programme scolaire qui valorise la diversité et l'inclusion. Et ils doivent avoir, promouvoir une littératie du respect et de la démocratie. Le respect d'un autre droit fondamental est important et crucial. Les étudiants doivent comprendre pourquoi ils doivent protéger euh, leurs données de navigation et pourquoi est-ce qu'ils doivent utiliser un navigateur privé lorsque c'est le cas et pourquoi ils doivent vider leur cache, entre autres. Parce qu'il s'agit pour les industries d'un bien qui est ils utilisent ces données pour créer des algorithmes pour polariser la société. Et cela est une menace à la diversité au pluralisme. Regardez ce que les médias sociaux utilisent comme déclaration ou l'algorithme de YouTube, par exemple, lorsqu'on regarde une vidéo, il y a tout un tas d'autres vidéos similaires qui sont envoyées à l'utilisateur. Et cela a été exacerbé lors du confinement et de la fermeture des écoles pendant la pandémie, car l'Internet était le premier lieu où les enfants et les jeunes se retrouvaient. La littératie concernant les techniques d'information et de communication est donc cruciale. Les étudiants ont besoin de soutien et ils ont besoin d'espaces d'apprentissage pour pouvoir développer leur esprit critique et analytique, ainsi que leur confiance et estime de soi. Car c'est ces compétences-là qui nous permettent de remettre en question ce que nous voyons en ligne. Et il s'agit là de contrer les mauvaises représentations que l'on voit en ligne. L'Internet représente d'immenses opportunités pour pouvoir expérimenter des expériences multiculturelles. Et il y a un certain nombre de perspectives à peu près sur chaque sujet qui est disponible sur Internet. Il y a des lignes directrices sur la citoyenneté mondiale, l'éducation de la citoyenneté mondiale et ces lignes directrices et d'autres ressources comme celles-ci peuvent aider les enseignants en classe. Les étudiants peuvent uniquement apprendre à se comporter de façon respectueuse en ligne si ces compétences sont intégrées dans l'enseignement. Il faut avoir un contexte d'apprentissage qui promouvoit le respect, le pluralisme, et cela ne doit pas se concentrer sur la connaissance seule. Il faut qu'il y ait 4 piliers: les valeurs,
les comportements, les compétences et la connaissance. Le Conseil de l'Europe a développé un modèle intéressant d'un certain nombre de compétences clés pour devenir de bons citoyens numériques. Sans rentrer davantage dans les détails, je pense que ces trois approches sont fondamentales. Enseigner aux étudiants leurs droits et sur la vie privée, faites de la littératie numérique un élément phare du programme scolaire. Ayez une approche basée sur les projets qui encouragent les étudiants à être responsables de leur propre apprentissage. Et j'ai hâte d'entendre ce que les autres ont à dire sur ce sujet qui est une préoccupation majeure pour nous tous. Thank you so much, also Merci for the beaucoup, recommendations. Janice. Merci pour ces recommandations très concrètes This is aussi. something we definitely wanted to come up with. C'est ce que nous Thank you voulions for this. entendre. I just want to say Merci. for the audience that Donc, indeed pour the le panel is public, je dois dire focusing que le into panel est education très and informal concentré sur education, l'éducation about formal education. et nous parlons So ici formal de education is l'éducation traditionnelle et extremely c'est important, le but sujet central de la will discussion, not be sufficient. mais cela ne Our suffit pas. approach must be broader, and I think Et notre our approche speakers doit have être beaucoup touched plus upon large that issue. et I'm particularly trois pleased to introduce de Eugene nos orateurs ont déjà mentionné cela. Maintenant, je He suis is heureux de vous présenter Nelson from Kouadje, South Sudan. qui appelle du Nelson is the Sud-Soudan. co-founder of Impact Il est le Capital Initiative, cofondateur and d'Impact is Capital the chair Initiative et il est le of this président approach d'une at organisation DeFi qui Hate s'appelle Now. At DeFi Hate Now And au what's Sud-Soudan. interesting here is that Nelson will Et ce speak qui est about the role of youth intéressant, in c'est engaging que in Nelson va parler du rôle online. des jeunes dans la lutte contre les discours de haine en ligne. Nelson, la parole est à vous. Merci beaucoup pour l'opportunité. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, comme Karel a dit, je suis Nelson Kouage. Je suis le président de l'initiative At DeFi Hate Now qui se situe au Sud-Soudan. Nous identifions les discours de haine et cela fait 5 ans que je fais cela aussi au Cameroun, en Éthiopie, au Kenya. Donc, beaucoup des orateurs ont déjà mentionné ces défis auxquels font face les éducateurs au XXIe siècle. Et moi, j'aimerais souligner les défis auxquels font face non seulement les éducateurs, mais aussi les parents en ce contexte numérique. Et les enfants sont déjà dans ce monde numérique. En ce qui concerne mes étudiants, on remarque souvent que les adolescents et les étudiants sont plus à l'aise technologiquement que les enseignants eux-mêmes. Et donc, on se trouve face à un scénario très difficile dans lequel il y a des enseignants qui doivent enseigner aux jeunes, ils ont la méthodologie et les connaissances, mais les outils qui sont utilisés ne, sont mieux utilisés par les élèves que par les enseignants. Donc, nous avons une économie d'attention actuellement où il y a une réelle compétition pour attirer l'attention des utilisateurs pour pouvoir optimiser des processus et donc à travers l'analyse des données. Et maintenant, nous arrivons à un monde où, grâce à l'utilisation des médias sociaux, on réalise que toutes ces applications luttent pour l'attention de nos jeunes et de nos enfants. On a vu ce qui s'est passé avec la désinformation, on a vu les rapports également par des sonneurs d'alerte de Meta et comment l'Instagram a une influence sur la productivité auprès des jeunes. On a vu les défis TikTok, les défis autour de TikTok. Il y a beaucoup de décisionnaires politiques qui pensent maintenant à bannir complètement TikTok. On a vu aussi des problèmes liés
La mauvaise éducation. Par exemple, si un enfant, a comme devoir de faire un devoir sur l'Holocauste et tout à coup, il tombe sur un site, antisémite et ils vont, prendre leurs sources et leurs informations sur ce site et donc on a beaucoup d'exemples de ce genre. Donc on a un environnement d'information qui est, hem mélangé à de la désinformation, à de la propagande et donc ce type d'information erronée, hem, c'est également propagé en ligne et donc les étudiants doivent faire face à tous ces défis et donc des gens de mon âge et de votre âge, nous n'avions pas à faire face à ces défis et comme je l'ai dit, auparavant, lorsque les parents ne voulaient pas que les enfants, soient en contact avec certains éléments ou événements, ils allaient les garder, proches d'eux ou les enfermer chez eux. Mais maintenant, ce n'est pas pareil. Un enfant peut être dans sa chambre à coucher ou, dans la maison et pourra quand même être radicalisé et avoir des idées qui sont au-delà du contrôle des, parents. Donc quels sont les défis ici? Comme je l'ai, mentionné, nous avons des problèmes de mésinformation, le conflit, pour l'attention et des et également des problèmes liés à l'image positive, que l'on a de soi et du bien-être des enfants. I think we've lost Nelson. Je crois que nous avons perdu Nelson, malheureusement, un problème de 30 seconds. connexion. We lost you, Nelson. We lost you On for vous a 30 seconds. perdu pendant environ 30 secondes, Nelson. Yeah, we lost you a little bit. Yes, I A, can a hear few you. seconds. Am I back now? Yeah, you are Est-ce back. que Thank you. vous m'entendez maintenant? Oui. If you can go back to Okay, what good. you were saying a tiny bit. Thanks. Si vous pouvez retourner quelques secondes en arrière dans ce que vous disiez. Alors, dans le contexte de ce que l'on voit aujourd'hui, en particulier en Afrique subsaharienne, il y a un manque de ressources en termes de connaissances, mais également de l'environnement numérique nécessaire pour le 21e siècle, ce qui représente d'immenses défis. Nous avons donc vu plusieurs initiatives comme l'école 1 gig avec les Nations unies, essayer de connecter les écoles, mais également de changement de perspective, comment enseigner aux enfants l'empathie et ces valeurs dont nous parlons. Comment est-ce que l'on peut inclure cela dans le système éducatif de façon à ce les enfants ne reçoivent non seulement le curriculum, mais le contenu des cours, mais également un aspect de valeur. Nous avons également vu des aspects positifs ressortir de l'accès à l'Internet. Nous avons vu les le militantisme environnemental. Une jeune fille de l'Ouganda est championne de la cause et elle milite à travers le monde pour la protection de l'environnement. Et nous avons vu que les jeunes aujourd'hui créent des relations qui vont au-delà des frontières et au-delà euh, des barrières que l'on connaît. On voit une solidarité autour de la lutte pour l'environnement, des communautés comme la communauté LGBTQI qui vit des oppressions incroyables, mais qui arrive à trouver de la solidarité à travers les réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup d'effets négatifs, mais également certains effets positifs dans le monde numérique. Maintenant, les suggestion, nous devons éduquer les parents autour des technologies numériques, comme le contrôle du Wi-Fi à la maison ou de pouvoir contrôler les applis que vos enfants installent ou de limiter le temps d'écran des enfants. Ce sont des choses simples, mais souvent les parents n'ont pas l'information pour pouvoir le faire. Et
aspects également de la sécurité de la vie privée en ligne, avec qui communiquer en ligne. Ce sont des choses que les parents doivent apprendre. Ce sont des discussions importantes à avoir à la maison. Malheureusement, le son de M. Nelson a coupé. Les éducateurs également doivent avoir les outils nécessaires. Bien souvent, les élèves posent des questions, mais les enseignants ne savent pas ce qui arrive sur TikTok, sur Facebook, ne savent même pas ce qu'un hashtag. Alors, il y a un certain niveau de formation qui doit se donner aux enseignants. Ensuite, lorsqu'on parle de politique, et je suis content de voir plusieurs personnes ici qui travaillent sur les politiques au niveau international, parce qu'on doit travailler sur des politiques et ces politiques doivent être progressives et qu'elles peuvent s'adapter et rattraper tout ce qui se fait. Et on doit avoir la volonté politique également. Si nous n'avons pas ce tripode d'approche à la mise en œuvre des politiques, ça ne fonctionnera pas. Ici, au Sud-Soudan, nous avons d'excellentes politiques, mais sans les ressources pour les appliquer. Alors, ça reste un niveau de conversation et il n'y a pas de mise en œuvre. Nous devons euh, nous attaquer à ces enjeux pour assurer le bien-être des enfants et s'assurer qu'ils vivent dans un monde meilleur. Merci beaucoup, Nelson, pour cette excellente présentation. Nous allons maintenant passer directement aux questions. Et si vous me permettez, j'aurais une question pour vous, Nelson. Vous avez mentionné dans les solutions l'importance de l'éducation des parents, de fournir plus de ressources aux éducateurs, mais vous avez également parlé du manque de volonté politique et de ressources politiques. Mais il y a des organisations comme la vôtre qui existent dans le secteur de la société civile qui peuvent également faire une part de ce travail. Sans celle-ci, il y aurait très peu qui se fait, n'est-ce pas? Alors, ma question est, en plus de ce que vous nous avez déjà partagé, pouvez-vous nous donner des exemples concret de ce que votre organisation Defy Hate Now font. Les campagnes pour la paix, pour s'attaquer aux discours de haine, pour que l'on puisse voir plus concrètement comment ce type de travail se présente dans la région dans laquelle vous travaillez. Merci. En termes de notre organisation, nous euh, voyons deux choses. Nous voulons contrer la désinformation, le discours haineux et nous voulons également créer une autre réalité, donc d'avoir un message en réponse à ces discours. Au Sud-Soudan, en ce moment, nous avons un programme qui s'appelle SafetyCom. C'est euh, une ligne de communication sécuritaire lorsque nous répondons à toutes sortes d'enjeux comme si votre compte a été compromis, a été attaqué, le harcèlement en ligne, tout ce type de plaintes, nous les recevons et nous avons un centre d'appel où les personnes peuvent appeler et recevoir des réponses, des solutions. Et c'est ouvert jusqu'à très tard la nuit. La deuxième plateforme est une plateforme de vérification des données. Comme par exemple, nous avons mis des informations sur différents sur les conflits, sur les vaccins de la COVID-19, de l'incitation à la violence. Alors, nous faisons des vérifications de données en temps réel pour partager l'information publique. On le fait au Sud-Soudan, mais également au Cameroun et dans d'autres régions en situation de conflit. Et la troisième plateforme, et l'autre chose est l'action pour la paix. Pour
nous encourageons les personnes à faire une action pour la paix. Par exemple, un groupe de femmes, avoir une conversation sur la violence basée sur le genre ou de s'attaquer à différents types d'harcèlement dans les écoles. Et et cela aide les personnes à organiser des activités dans leur région pour avoir un effet domino qui peut réellement changer l'environnement là où ils sont. Il est important d'avoir une approche locale. Nous ne pouvons pas avoir une même approche qui fonctionnera à Bruxelles, à Genève, au Cameroun et à d'autres endroits. Nous devons avoir des initiatives de la base avec des objectifs très précis et de cette façon, nous avons plus de résultats positifs. Merci, c'est très clair et extrêmement intéressant. J'aimerais revenir maintenant, vous avez mentionné différentes habilités que vous croyez que les jeunes devraient avoir pour pouvoir contrer les discours de haine. Vous avez mentionné l'empathie, d'autres habiletés émotives, mais j'aimerais revenir à ce que Laura disait plus tôt et de vous demander quelles sont les compétences clés nécessaires pour les apprenants, mais également pour les éducateurs, pour les aider à peut-être reconnaître le discours de haine le discours haineux lorsqu'il se présente, mais également pour y répondre en ligne de façon responsable. Et donc, si vous pouvez nous donner plus de détails, car vous l'avez mentionné dans votre présentation, mais maintenant, je vous donne un peu plus de temps pour aller en détail. Merci, c'est un thème très important. Janice a mentionné le guide euh, d'enseignement de l'UNESCO qui sera un outil très important pour les éducateurs. Et je dois dire que je suis très euh, inquiète lorsque nous sommes dans des espaces où on parle de ce que les éducateurs doivent faire, parce qu'on a tendance à dire, bon, voici le problème, voici ce que les éducateurs, les enseignants doivent faire. On ne peut pas mettre tout ce fardeau sur les enseignants. En particulier lorsque le système d'éducation publique est si fragile. Ici aux États-Unis, nous avons même des politiques qui limitent les discussions possibles dans les salles de classe où certains mots comme euh, changement climatique, race et d'autres ne peuvent pas être touchés. Alors, je voulais simplement mettre ça de l'avant lorsqu'on commence à parler des compétences nécessaires dans notre système. Je crois que ce que l'on va voir dans ce cadre pour les enseignants sera un travail sur une analyse plus profonde et une meilleure compréhension des intersections dans les espaces en ligne et hors ligne, touchant des aspects de responsabilité sociale, de pensée créative et réflexion. Et c'est une chose que j'aimerais souligner ici, l'importance de la réflexion chez les éducateurs. Nous ne pouvons pas toucher ces thèmes sans mettre en place une culture et une série de compétences autour de la réflexivité, une réflexion sur notre propre utilisation des outils numériques et leur impact sur notre vie. Puis, pour terminer sur les compétences, c'est des relations entre les écoles et la communauté. Je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel que je peux reprendre de Nelson, cette idée que nous devons engager les écoles à l'intérieur de leur communauté locale pour les aider à amener de l'avant ces habilités et dispositions. Et je suis certaine que Janice aurait encore plus à dire sur ses compétences et habilités.
Merci, Laura. Justement, je vais passer à Janice, voir si elle peut répondre à la même question. Et j'ai bien apprécié dans votre présentation le fait que vous nous avez donné des exemples concrets. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin là-dessus, nous donner des exemples d'activités que les enseignants, les éducateurs peuvent développer justement pour promouvoir ces compétences que Laura vient de mentionner? Oui, certainement. J'ai en fait une conversation intéressante avec Andrea Gambino durant tout cela, qui m'a posé justement la même question. Premièrement, oui, les enseignants sont formés, ont beaucoup de travail à faire, mais ils cherchent des modèles et c'est ce que j'ai beaucoup aimé des compétences développées par le Conseil euh, européen et qui donne 30 compétences qu'on peut utiliser comme une liste presque à cocher dans la salle de classe. Je crois que les enseignants ont besoin de ce type de choses et on a fait cela également dans le guide d'enseignement sur la citoyenneté mondiale. À la fin de chaque module d'enseignement, nous donnons des suggestions d'évaluation sur les habiletés cognitives, les habiletés émotives et de comportement que nous espérons seront pratiquées à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. Mais je crois que pour s'atteler à quoi que ce soit, les étudiants peuvent apprendre les mathématiques en regardant les différentes éducations de qualité, peuvent apprendre d'autres choses en analysant le changement climatique. Alors, de laisser les étudiants guider l'apprentissage. Les enseignants doivent être là comme mentors et comme pour s'assurer que tous les thèmes sont touchés. Je ne sais pas si c'est suffisamment concret, mais je peux vous donner un exemple. Au niveau du module d'éducation de qualité, nous avons demandé aux enseignants de voir avec leurs étudiants, mais ça peut être fait avec leur père également, mais de voir quel euh, système d'éducation de qualité peut être le plus accessible. Et une fois qu'ils regardent ces pays, peut-être de les mettre sur une carte, ce qui permet d'apprendre la géographie, les mathématiques parce qu'ils utilisent des graphiques, etc. Nous pouvons les amener également à un débat sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que les filles au Maroc passent moins de temps dans au niveau de l'éducation qu'en France ou un autre pays. Et ceci crée un espace de dissension, permet aux enseignants d'aller euh, trouver différentes idées et les utiliser. Et il est nécessaire, premièrement, que l'enseignant modèle les comportements attendus des étudiants, donc de montrer un respect de la diversité. Et nous avons également tous besoin d'un code d'éthique lorsque l'on touche ces thèmes pour voir jusqu'à où nous pouvons aller, comment est-ce que l'on surmonte les moments plus difficiles. Je crois que c'est la façon concrète que je pourrais suggérer, mais vous pouvez utiliser tous les objectifs de développement et faire des activités autour. Merci, Janice. C'est très clair et vous êtes revenu à Vivek et l'un des points qu'il a présenté en parlant d'espace de dissension, de pluralité de dialogue. Lorsqu'on parle de discours de haine, on parle de haine, donc le concept de discours de haine, de pouvoir exprimer de la haine comme telle ou d'autres choses peuvent être très plaisantes, mais qui ne sont pas considérées illégales. Mais on doit également aider les éducateurs et les apprenants à naviguer des questions très complexes et contentieuses, comme les idées conspirationnistes. Comment est-ce que l'on fait cela? Ou de naviguer des questions où il n'y a pas de réponse claire à donner.
Donc, d'une perspective d'éducation, je dirais même d'une perspective de politique, Vivek, comment suggérez-vous que l'on s'attaque à ces problèmes impossibles? Je peux donner une petite préface à ma réponse qui, je crois, sera bien pratique avec quelques notions théoriques. Mon collègue Brad Nelson, professeur d'espagnol euh, nous avons développé une théorie de pédagogie sociale qui présente certains éléments essentiels de forme de pluralisme. Nous amenons de l'avant des formes d'enseignement réflexives qui permettent de prendre un pas en arrière et de s'éloigner de d'un phénomène, disons, représenté par une personne physique, un phénomène externe. L'autre chose, c'est de prendre en compte en particulier à l'époque post-web 2.0, cette idée de communauté mondiale, parce que les personnes peuvent s'identifier à travers différentes politiques d'identité. Ça fait un certain temps que l'on voit ce phénomène, mais avec la COVID et le le précurseur à la COVID, les politiques d'identité ont joué un rôle très important dans la façon que les personnes se présentent. Et cela doit être pris en considération, que ces nouvelles communautés d'approche sont différentes de la façon que les tribus ou les communautés ont été créées dans le passé du point de vue théorique. Mais on doit prendre en compte que l'on doit que les personnes cherchent à s'éloigner de ces discours hégémoniques pour créer ces espaces inclusifs. Comment est-ce que l'on peut faire ça? Nous travaillons avec des communautés autochtones ici au Québec, également en Alberta, qui nous disent, écoutez, nous sommes prêts à co-créer, collaborer dans des projets qui mettent la lumière sur nos narratives, mais vous devez également nous donner les possibilités de faire notre propre programme. Nous ne voulons pas cette vision externe. La même chose en travaillant avec des communautés noires marginalisées, ici à Montréal, en particulier à Montréal-du-Nord, où la situation économique a un impact très négatif sur les communautés noires. Et il y a là aussi une recherche de créer un discours qui exclut les hégémonies autour. Je dirais que dans un contexte scolaire, pour les enseignants qui font la promotion d'une alphabétisation numérique inclusive, nous devons nous assurer que la relation de pouvoir est maintenue dans la salle de classe. Et ça peut sembler différent de ce que Janice propose en termes d'enseignants en tant que modérateur, mais je crois ardemment que le professeur joue un rôle important en termes de hiérarchie des savoirs dans la salle de classe. Et ceci se base sur une série d'études que l'on fait dans les salles de classe, mais également une série d'entrevues que nous avons fait avec d'anciens extrémistes de la droite au Canada. Un de mes collègues a eu accès à 8 hommes et 2 femmes qui avaient participé dans des mouvements entre 6 mois et près de 25 ans dans les derniers 30 à 40 ans au Canada. Et ils parlaient spécifiquement de ce qui les a attirés dans ce mouvement, ce que ça signifiait de faire partie de ces mouvements et pourquoi ils en sont sortis. Et je me concentrais pour un article sur lequel je travaille du rôle des familles dans le système d'éducation. Et ils ont tous dit qu'ils auraient apprécié pouvoir faire des erreurs dans la salle de classe, de pouvoir faire des erreurs devant leur famille, de se tromper, de se faire dire, écoute, tu as tort, ta façon de penser est illogique. Qu'est-ce qui t'amène à cette haine des Juifs, par exemple? Dans le cas de ces groupes d'extrême droite, l'antisémitisme était ce qui les avait attirés à ces mouvements nazis. Et ces extrémistes sentaient qu'ils ne pouvaient pas aller vers les personnes en qui ils avaient confiance s'ils faisaient des erreurs, qu'ils croyaient qu'ils seraient jugés. Et ce sont des
adolescents. Et je crois que l'on oublie bien souvent que l'on doit permettre à nos étudiants de faire des erreurs de logique. On les accuse très rapidement, on les insulte, on trouve des façons de les attaquer. C'est là que ces silos se créent dans les salles de classe. Et je crois que il y a trois façons de créer des espaces de pluralité sans séparer et catégoriser les personnes. Une chose, c'est comment est-ce que l'on crée le civisme en classe, comment est-ce que l'on peut être civil les uns les autres en maintenant une sécurité de dignité. Une sûreté de dignité. On doit pouvoir avoir des conversations sans attaquer la dignité de l'autre. Et ça se fait par essai-erreur. Et également, comment est-ce que l'on enseigne les personnes à être francs dans leurs conversations? Si on peut arriver à des conversations franches et permettre le fait que certains seront offusqués par les mots prononcés par d'autres si ils vont à l'encontre de votre propre façon de voir les choses. Et je crois que là, on peut arriver à ce que l'on appelle une charité d'interprétation. Et c'est vrai dans une salle de classe comme dans le public. Comment est-ce que l'on peut arriver au meilleur résultat possible dans une interaction avec quelqu'un, en particulier si cette personne est en désaccord? Si vous donnez à l'autre personne ainsi qu'à vous-même la possibilité d'expliquer comment vous êtes arrivé à cette idée, cela permet à la fin de la conversation de dire, écoutez, je crois que vous vous basez sur des préjugés ou sur une xénophobie et vous pouvez donc choisir de ne plus continuer la conversation, mais ne commencez pas dès le départ de euh, séparer l'autre parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent. De céder ce contrôle et de remettre dans les mains des enseignants est essentiel, je crois. Merci beaucoup, Vivek. Nous arrivons près de la fin de notre conversation. Malheureusement, c'était bien trop court, seulement 1 heure, mais j'aimerais remercier nos orateurs également pour leur contribution au travail de l'UNESCO. Il est important de mentionner que vous travaillez avec nous et vous avez mentionné certains des textes qui seront publiés. L'un, ce guide pour les enseignants sur la citoyenneté numérique et l'autre est un guide de politique pour répondre au discours de haine à travers l'éducation. Et j'aimerais également mentionner Vivek, ceci parce qu'il a participé à ce projet, mais l'UNESCO a organisé l'an dernier une conférence internationale des ministres de l'Éducation avec notre directeur général et secrétaire général des Nations unies. Et cette conférence est ressortie avec quelques recommandations comme base pour des politiques futures pour s'attaquer au discours de haine. Alors, je voulais mentionner cela et maintenant, je vais vous poser une dernière question. Je mettrai plus de détails là-dessus dans la boîte de conversation. Vous avez déjà vu le site web sur l'UNESCO créé sur le discours de haine qui touche tous les différents secteurs dans lesquels travaille l'UNESCO et qui présente beaucoup de littérature sur le sujet. Maintenant, si nous revenons à la conférence, les conclusions étaient les suivantes. Premièrement, les États membres doivent s'engager sur des interventions d'éducation spécifiques s'attaquant au discours de haine à tous les niveaux d'éducation. Je résume ici, mais c'est important parce que Vivek a dirigé l'étude pour préparer la conférence avec son université où ils ont trouvé que le discours de haine n'est pas traité comme tel dans les politiques des États membres. Ils utilisent généralement un cadre beaucoup plus général des droits humains, d'éducation pour la paix et que ces thèmes de haine ne sont pas présents. Et ensuite, de créer une alphabétisation numérique avec une concentration spéciale qui va doit être une priorité. Troisièmement, les enseignants, les leaders des écoles doivent recevoir le développement professionnel adéquat d'une approche qui s'attaque à la discrimination de tout genre. Nous en avons également parlé. Quatrièmement, le discours de haine doit être
doit faire partie de pédagogie active. Et merci Janice et Laura de le mentionner de façon à ce que les sources de base sont traitées et que ces discours de haine soient éliminés de tout média et système d'éducation. Et le dernier, je crois que ceci touche le travail de Nelson. Est-ce qu'il a dit, nous devons nous engager dans une coopération multisectorielle en créant des partenariats avec toutes les parties prenantes du point de vue une approche sociale. Désolée pour le jargon, mais j'imagine que la plupart des personnes qui nous écoutent sont dans le domaine de l'éducation. Ceci touche les groupes qui sont victimes de discours de haine, mais également toutes les autorités politiques ainsi que le secteur privé, incluant les compagnies et fournisseurs de services d'Internet. Ce sont les recommandations très générales qui sont ressorties de cette conférence. Maintenant, voyant que nous avons plusieurs preneurs de décision ici, personnes qui travaillent sur les politiques ici avec nous, quel serait le point clé avec lequel partir aujourd'hui? Je vous donne 20 secondes pour y penser. Vivek, est-ce que vous voulez commencer? Un point clé de cette conversation. Je crois que un élément clé après cette conversation, c'est de voir comment nous pouvons appuyer les preneurs de décision, les personnes qui travaillent sur les politiques. Ceci va, que l'on puisse amener ces informations aux preneurs de décision qui peuvent avoir un impact plus général à un plus grand nombre de personnes. J'aimerais avoir euh, mm, cette application comme ce que Janice nous dit. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour organiser et influencer les preneurs de décision? Je crois que l'UNESCO fait un excellent travail. Vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Dans la mais la façon que vous pouvez réunir des praticiens, des professionnels, des chercheurs et des preneurs de décision, parce que sans investissement réel dans des programmes qui sont pluralistes, nous allons être perdus l'an prochain et dans les prochaines années comme nous le sommes maintenant. Et je sais que j'ai une vision peut-être un peu pessimiste, mais c'est vraiment ce qui me pousse à faire tout le travail que je fais. One recommendation, one takeaway. Laura, à vous. Oui, je vais rebondir sur ce que Vivek a dit. Moi, je pense qu'il faut une approche holistique et multisectorielle qui permet aux décisionnaires politiques et aux parties prenantes de promouvoir les compétences que nous avons mentionnées et des interventions éducatives spécifiques. Donc, il faudrait qu'il y ait une approche de réforme. Janice? Bon, moi, je vais aussi rebondir là-dessus. L'approche multisectorielle et la pluralité sont tellement importantes. On oublie parfois qu'il n'y a pas d'éducation forcément en ligne parce qu'il passe énormément de à l'école, pardon, parce qu'il passe énormément de temps en ligne. Donc, il ne faut pas oublier les médias sociaux et le pouvoir d'Internet parce que ces plateformes-là façonnent la façon dont pensent nos jeunes et les influencent. Nous aussi devons nous assurer que nous sommes un modèle du comportement que nous voulons promouvoir. Et cela ne se produit pas toujours avec les décisionnaires politiques. Et j'aime ce que Vivek a dit plus tôt. Il faut permettre aux gens de faire des erreurs. On apprend davantage de nos erreurs que de nos réussites. Et donc, on devrait tous penser à cela. Thank you very much, Janice. Merci beaucoup, Nelson, Janice. a Nelson, key takeaway, a un recommendation. élément à retenir, une recommandation. Je pense qu'il faut que les entreprises de médias sociaux soient responsabilisées et qui
et qu'il y ait une reddition de comptes de la part de ces entreprises. Elon Musk a déjà acheté Twitter. Il y a tout un tas de risques et parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne seront pas tenues responsables du discours public et donc il faut que nous trouvions des façons d'amener cela à la table de discussion. Merci beaucoup, Nelson. Merci à nos panélistes. Merci à vous d'avoir été aussi concis, clair et précis. Et merci pour votre travail phénoménal. Et nous remercions également les organisateurs de cette conférence formidable. Merci et au revoir.